7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Nous commémorons cette année le 80e anniversaire de la mort, ou plutôt de la disparition de Saint-Exupéry, véritable mythe du siècle passé, tout à la fois aviateur, journaliste, écrivain et philosophe. Loin des poncifs ennuyeux étalés sur la mémoire de l'auteur de Terre des Hommes, Philippe Delettre s'attache dans son premier livre publié à la Nouvelle Librairie et intitulé Saint-Exupéry au-delà du Petit Prince à détailler et décortiquer les paradoxes et l'ambivalence de Pic la Lune pour mieux nous livrer sa substantifique moelle. J'ai donc le plaisir de recevoir ce matin l'auteur de cet ouvrage, sorti en librairie le 6 avril dernier. Philippe Delettre, vous êtes docteur en médecine générale, passionné de littérature et admirateur de Saint-Exupéry. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis également accompagnée pour cette vidéo de François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie, comme d'habitude. Bonjour François Bousquet. Bonjour Liselotte, bonjour Philippe. Alors Philippe Delettre, au-delà de votre passion pour la littérature et pour Saint-Exupéry en particulier, qu'est-ce qui vous a non seulement poussé à écrire, mais également à écrire sur l'auteur du Petit Prince ? Eh bien, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un décalage qui était assez saisissant entre l'image publique de Saint-Exupéry, qui, vous l'avez dit, est très lisse, et puis le reste de l'œuvre qui est aussi un peu caché par le succès du Petit Prince. Et en lisant Saint-Exupéry, j'ai été frappé par la radicalité du ton et l'actualité de sa pensée, et en particulier dans sa correspondance ou dans ses pensées plus intimes. J'ai découvert vraiment un penseur philosophique et un penseur politique très radical en fait, et très surprenant. Et je voulais mettre en avant cet aspect de sa figure qui est méconnu et sur lequel on a peu écrit. Est-ce que vous pensez que si cette radicalité avait été mieux connue, ça aurait pu empêcher ou diminuer son succès à Saint-Exupéry ? De son vivant, pas vraiment, parce que de toute manière, il vivait à une époque radicale. C'était le XXe siècle, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il fait partie de toute une génération d'auteurs qui ont traversé ce siècle très tourmenté, comme Drieu-La Rochelle, ou même Mauriac, pour prendre un autre bord. Mais ce sont des penseurs qui ont dû penser à un déclin civilisationnel et qui ont apporté une réponse par leur littérature. Et donc, à l'époque, des auteurs qui avaient des propos assez radicaux, c'était monnaie courante. Et aujourd'hui, c'est vrai que finalement, ça tombe bien que le Petit Prince ait autant de succès. Ça empêche de se pencher sur le reste de l'œuvre, parce que il y a des propos effectivement qui seraient qui seraient difficiles à publier aujourd'hui, surtout dans sa correspondance. Ouais. François Bousquet. Oui, le Petit Prince. Est-ce qu'on pourrait pas dire, Philippe Delettre, que comme un peu Omar Haddad, Omar m'a tué avec ER à la fin, le Petit Prince m'a tué dans un sens Omar Haddadien, vous le dites. On évoquait tout à l'heure les commémorations. Il y a je sais pas si c'est une fondation, mais les ayants droit, c'est un peu la fondation Boulinsart, puisque là c'est les 80 ans de la disparition de Saint-Ex. En France, on a un régime de droit d'auteur avec des prorogations absolument vertigineuses qui protègent les ayants droit. L'an dernier, on a fêté les 80 ans du Petit Prince. La fondation Boulinsart fait ce qu'on appelle en marketing du milking. Milking du verbe to milk, traire, on traite la vache jusqu'au bout. Et tout ça, alors certes, vous avez raison, ça permet, c'est le Petit Prince cache la forêt saint-exupérienne, si je puis dire. Et vous avez voulu, dans le sous-titre du livre, c'est explicite, aller au-delà justement de ce Petit Prince. Oui, exactement comme vous dites, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est vrai que il y a une utilisation de l'image du Petit Prince qui est très discutable de la part des ayants droit, puisqu'il est associé à tout plein d'organisations ou d'événements qui n'ont plus aucun rapport avec le message d'origine du texte, parce que même le Petit Prince seul, déjà, si on l'analyse, c'est un texte très critique de la modernité. C'est aussi une forme d'autobiographie déguisée. Et c'est loin de ce qu'on en a retenu finalement aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un livre qui est peu lu aussi par les adultes. Souvent, on en fait un livre pour enfants, alors que c'est un livre qui est bien plus complexe. Donc, tout à fait, il y a une utilisation de cette image qui empêche d'aller plus profondément dans la compréhension de Saint-Exupéry. Oui, et le Petit Prince, Pardon, allez-y François. Et en plus, ça finit pas bien. Enfin, je veux dire, Oui. C'est pas le bisounours, Non. mais néanmoins, c'est quand même, à la fois la forêt, je trouve. Enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est aussi un obstacle, le Petit Prince. C'est un obstacle pour aller vraiment dans le cœur de l'œuvre.
Bah oui, c'est vrai, obstacle, c'est très fort, mais vous avez raison. Ça donne une image très naïve, un peu enfantine, cucu même, qui fait que on n'imagine pas du tout à quel point le reste de l'œuvre peut être intransigeante. Et vous avez raison de souligner que c'est un conte qui finit mal, comme beaucoup de livres de Saint-Exupéry. La plupart de ces livres finissent par le héros qui disparaît, et d'ailleurs souvent qui disparaît dans les airs. Donc ça fait bien sûr écho à sa mort. Et c'est un homme très tourmenté, Saint-Exupéry. On disait que c'était donc un anti-moderne très critique du libéralisme. Pourtant, il est systématiquement repris, il est célébré par tous, parfois même jusqu'à la récupération politique. Pourquoi personne n'a compris Saint-Exupéry avant vous? Alors, est-ce que je pense pas être le premier à être exaspéré par l'utilisation qui est faite de son image, mais c'est vrai que il y a un certain silence autour de la réalité, enfin de la radicalité de son œuvre. Alors, il y a un silence déjà universitaire, ça j'en parle un peu dans le livre, mais c'est vrai que il y a peu déjà de thèses ou d'études universitaires qui sont dédiées à cet Exupéry, et ce qui est un peu hallucinant étant donné l'importance de cet auteur dans la littérature française. Donc je pense que ce silence universitaire est lié aussi, voilà, à ses propos et à sa pensée politique qui aujourd'hui est inentendable. Et puis, oui, je sais pas, je m'explique pas moi-même en fait. La plupart des livres qui traitent de Saint-Exupéry, c'est toujours soit l'Aviateur, soit des analyses du Petit Prince. Alors ça, il en sort tous les ans, ou Mm. alors des livres sur les mystères de ses disparitions qui fascinent les gens. Mais finalement, des livres qui s'intéressent à sa philosophie, à sa pensée. Moi, j'en ai pas lu en fait. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Il y avait un manque à combler. Mm. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas voulu Peut-être se lancer là-dedans. Peut-être, Philippe Delettre, évidemment, le message est assez radical. On va en parler, hein, puisque c'est le cœur même de l'œuvre de Saint-Exupéry. Mais je pense que vous avez en tête le film de John Ford, pardon, L'homme qui tua Liberty Valance. C'est qu'il vaut mieux imprimer la légende que la vérité. Parce que la légende parle à beaucoup plus de gens, mais nous, on va s'intéresser à la vérité et à l'articulation de cette pensée qui essaie de concilier les contraires, hein. Et quels sont les contraires que cette pensée essaye de fusionner, de réunir? Merci. Alors oui, là, on est vraiment au cœur de la pensée de Saint-Exupéry. En fait, c'est un homme qui est très tourmenté parce que d'un côté, il est attaché à l'héritage chrétien de la civilisation européenne, mais lui-même a perdu la foi et a conscience que euh, la chrétienté pour lui n'a pas d'avenir. Et d'un autre côté, c'est aussi un grand lecteur de Nietzsche. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Nietzsche qui est même cité dans son œuvre. Hein, c'est le seul auteur qui est cité dans son œuvre. Et en fait, il va essayer de concilier à la fois l'aristocratisme de Nietzsche, son vitalisme, son intransigeance aussi, avec en même temps, il veut garder aussi le message de l'Évangile avec la charité, le respect du plus faible, le respect de l'altérité. Donc c'est des choses qui sont complètement antagonistes, puisque c'est ce qu'a beaucoup critiqué Nietzsche. Et lui va toujours faire le grand écart entre les deux et va essayer d'opérer une synthèse. Et cette synthèse, ça va être Citadelle, son livre, son ultime poésie en fait, qui est restée inachevée, dans lequel il va, sous une forme très poétique, il va essayer de concilier la Bible et Zarathustra. Et si je dis ça, c'est pas juste une façon de parler, c'est que vraiment, on retrouve une façon de parler, le livre est écrit comme un peu comme un texte sacré, et c'est en quelque sorte son programme politique, son programme philosophique, c'est Citadelle. Mais comme c'est un poète et non pas un philosophe classique, il va le faire sous forme d'une poésie, comme Nietzsche l'a fait avec Zarathustra. En parlant par des paraboles presque, hein, Oui, tout à fait, par des paraboles, par des métaphores. à la fois comme les évangiles et comme le Zarathustra. C'est inconsolable, hein, la mort de Dieu pour lui. Tout à fait, c'est quelque chose qui vraiment le tourmente énormément et plus il approche de la fin de sa vie, plus Dieu prend de la place dans sa correspondance, dans Citadelle aussi, qui est écrit au fur et à mesure. Euh, voilà, certains espèrent qu'il s'est converti sur la fin de sa vie, mais bon, on n'a aucune preuve de ça formellement. Ce qui est sûr, c'est que vraiment ça le tourmentait. On n'a pas de preuve du contraire non plus. Mais Exactement. oui, oui, oui. Vous dites que sa grande question, c'est comment répondre justement à la mort de Dieu. Et cette phrase qui est magnifique, hein, je vous la citais de Saint-Ex, hein, rendez-nous l'éternité. Disent les hommes à la divinité ou aux divinités, rendez-nous l'éternité, parce que sans éternité, ben, nous sommes vides, nous sommes seuls, nous sommes orphelins.
Exactement, voilà. Il est persuadé que le déclin de l'Occident commence avec la fin de l'esprit religieux et avec la mort de Dieu. Il ne comprend pas comment on peut garder une autorité sans un Dieu qui nous chapeaute. Et voilà, il est vraiment très embêté par tout ça. Vous disiez que Saint-Exupéry était un homme assez torturé. Est-ce que malgré tout, on peut définir donc clairement qui il était ou est-ce qu'il reste un homme assez insaisissable? Non, je pense qu'on peut quand même le définir. Effectivement, il est hors des clous. C'est un marginal. Il est toujours resté en dehors d'ailleurs des esprits de parti. Néanmoins, on peut quand même réussir à le cerner. C'est ce que je pense avoir réussi dans mon livre. Euh, mais c'est vrai que c'est un esprit complexe, en tout cas très complexe et très profond. Et c'est bien pour cela que c'est compliqué de l'aborder quand on a en tête des images préfaites qui en font un homme parfaitement lisse, alors que c'est quelqu'un, même dans sa vie privée, qui était très fantasque, qui était pas toujours un modèle de vertu d'ailleurs. Avec un fond de mélancolie aussi qui traverse l'œuvre, hein. Oui, tout à fait. C'était un homme surtout la fin de sa vie qui a traversé, on pourrait dire, phase de dépression, en tout cas, qui a beaucoup, qui était surtout en exil. Hein, la France lui manquait beaucoup, et puis le déclin de son pays, l'attristait énormément. Il y a également une quête vous m'interrompez si je me trompe, mais je crois que vous le dites, hein, une quête, pas de refuge, c'est pas le bon terme, hein, mais ni d'îlot d'ailleurs, mais enfin, ou j'allais dire d'Abid Thelem comme Rabelais, mais l'aéropostale a été une aventure pour lui, donc ça a été une famille, hein. Oui. Le Petit Prince est aussi une famille, hein. Tout à fait, tout à fait. Il a fui en fait très jeune déjà. Il avait en dégoût le monde moderne dans lequel il a évolué, et puis il a toujours cherché à fuir ce quotidien. Donc avec des entreprises extrêmement risquées, l'aéropostale, on oublie à quel point c'était risqué, mais il y avait des morts très régulièrement. Et il a toujours trouvé refuge dans des familles, comme vous dites, de substitution. Bah, déjà dans sa famille aussi, hein, il est très attaché à son enfance, qui était une enfance une éducation très aristocratique, très traditionnelle, un peu à l'écart du monde en province. Et il a retrouvé cet esprit de corps lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a beaucoup écrit là-dessus dans Pilote de guerre. Et aussi, bien sûr, c'est le thème du Petit Prince avec la planète qui isole, une sorte d'exil intérieur. Saint-Exupéry, vous le dites dans votre livre, va même jusqu'à faire l'apologie d'un régime autoritaire. Alors, je vais poser une question un peu pour vous titiller, si je puis me permettre. Beaucoup aujourd'hui expliquent que Macron est, d'une certaine façon, un dirigeant assez autoritaire. Est-ce que Saint-Exupéry serait satisfait de la façon de gouverner d'Emmanuel Macron? Non, je suis persuadé qu'il serait pas du tout satisfait. Macron représente exactement ce qu'il critique quand il parle du déclin de la civilisation occidentale, quand il parle du libéralisme et du modèle américain. Voilà, il critique exactement ça, le modèle bourgeois matérialiste qui met avant tout finalement l'argent et le succès matériel avant l'identité, avant la spiritualité. Voilà, les objets en série, c'est tout ce que Saint-Exupéry déteste. Donc je pense qu'il serait pas du tout entendu avec Macron. Alors malgré tout, il a quand même un certain intérêt pour justement les régimes autoritaires, voire totalitaires. Alors sans y adhérer parfaitement, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus? Alors oui, quand il parle de régime autoritaire, il ne veut pas dire pour autant régime totalitaire. Ouais. Il considère juste que effectivement, il faut que le dirigeant soit un dirigeant fort et respecté. Mais Saint-Exupéry, encore une fois, comme tous les auteurs de son temps, a bien vu les différents totalitarismes qui sont arrivés, le modèle de l'URSS, le modèle des national-socialistes, le modèle fasciste italien. Il s'y est intéressé. Il a été relativement bienveillant envers ces mouvements parce qu'il y voyait une forme aussi de réveil occidental, qu'il soit de droite ou de gauche, mais aucun ne l'a satisfait en réalité. Ils avaient tous des défauts qui l'ont empêché vraiment de prendre parti pour un de ces courants. Lui, il était encore une fois un peu à l'écart. Il trouvait pas chaussure à son pied au niveau politique, mais son régime, alors, encore une fois, c'est compliqué de parler de programme politique. C'est d'abord un poète, hein. Mais c'est vrai que son régime politique idéal, si on lit Citadelle, c'est quand même un dirigeant fort, mais qui respecte aussi les plus faibles. Bon, finalement sa pensée politique, elle est très aristocratique et elle est presque féodale, hein. Donc, c'est le Moyen Âge, hein, qu'il aime lui. Et François sur Bousquet. cette Oui, sur cette question des totalitarismes, vous montrez hein, qu'ils rejettent nettement, enfin vigoureusement d'ailleurs, hein, les totalitarismes de classe, hein.
le communisme, hein, de race, c'est le nazisme, hein, mais il critique pas tant que ça le fascisme, hein. C'est Euh, vrai. alors, et les auditeurs se rappellent peut-être qu'il y avait un pilote qui était beaucoup plus connu que Syntex dans l'entre-deux-guerres. C'était Mermoz, hein. Mermoz, c'était un dieu vivant avec une gueule d'ange en plus, hein. Et vous rappelez que Mermoz a essayé de le faire rentrer dans les Croix de Feu, qui était le grand mouvement à l'époque du colonel Delarocque, qui a été dissous sous le Front populaire, peut-être, si je dis pas de bêtises, hein. Et il a trouvé que le colonel Delarocque, il avait un petit côté inconsistant. Euh, je dis pas Oui, de bêtises, hein. oui, mais tout à fait. Mermoz était très célèbre et c'était un très bon ami de Saint-Exupéry. Et donc, Saint-Exupéry, curieux, est allé rencontrer le général de la Roque, mais il a trouvé le Le colonel. personnage. Le colonel, pardon, excusez-moi, bien sûr, excusez-moi, mais il a trouvé le personnage finalement un peu, c'était un peu une baudruche pour lui, pas beaucoup de fond, une sorte de militaire qui avait de la gueule, mais qui proposait pas quelque chose de très sérieux sur le plan politique. De toute manière, les Croix de Feu aujourd'hui, on en fait un mouvement fasciste, c'est très discutable, hein. Bien sûr. On parlait de colonel, mais parlons du général, là. Alors c'est pour la petite anecdote, hein, mais moi j'avais complètement oublié qu'il y avait une telle tension entre De Gaulle et Saint-Exupéry. Vous Oui, pouvez me rappeler c'est. comment Saint-Exupéry appelait le général, hein? Non, attendez, j'ai plus le terme en tête là. Non, c'est le grand Mongol, le grand Mongol. Ah, le Grand Mongol, oui, pardon, parce qu'il en parle régulièrement et toujours avec des termes assez fleuris. Mais oui, le Grand Mongol, entre autres. Oui, oui, il y avait un très grand antagonisme entre les deux. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Mais là, c'est pareil, hein, ça fait partie des choses qu'on oublie souvent. De toute manière, De Gaulle, pendant longtemps, a été très contesté. Et Saint-Exupéry se méfiait énormément de lui et de son arrivisme. Il a été très vite repoussé par les gaullistes parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Saint-Exupéry était très célèbre aux États-Unis. En tant qu'écrivain avec Terre des Hommes et ensuite pilote de guerre, c'était déjà un écrivain à succès. Sa voix était entendue et les gaullistes auraient beaucoup aimé qu'ils prennent leur parti auprès des Américains pour soutenir l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Mais lui, il a refusé. Et à partir de ce moment-là, comme les gaullistes étaient très sectaires, il a été littéralement persécuté hein, par eux, beaucoup de calomnies, des propos très durs. Et De Gaulle ne lui a jamais pardonné. Et ensuite, il a tout fait en fait pour essayer d'effacer son succès littéraire, son succès public, sans, sans, sans réussite. Enfin, Saint-Exupéry a une vie trop héroïque pour que De Gaulle puisse l'écorner. Mais il y a vraiment un gros conflit entre les deux et qu'on oublie souvent, c'est vrai. Je vais pas faire mon antigaulliste de service, mais il avait la rancune tenace, le général. Pour rester sur ce terrain politique, hein, qui est pas, comme vous le dites, qui est pas vraiment le terrain de Saint-Exupéry. Il n'a pas d'attache partisane, il choisit pas un camp plutôt qu'un autre, hein. Est-ce que vous pensez pas d'ailleurs que c'est beaucoup plus existentiel, hein, toutes les problématiques qu'il pose, que politique, hein? C'est pour ça que son œuvre traverse les temps. Si elle était que politique, bah, elle serait frappée bah, de préemption, quoi. Exactement, mais comme celle de Nietzsche en fait, hein. Voilà, c'est comme Nietzsche, il y a beaucoup de parallèles à faire. C'est un poète plus qu'un philosophe, et il pense en poésie. Son langage, c'est la poésie. Oui, de toute manière, c'est la phrase de Peggy. Voilà, toute métaphysique finit en politique. Comme vous dites, c'est une œuvre qui se détache aussi des circonstances de son époque, des circonstances politiques, et c'est pour ça qu'elle nous parle encore aujourd'hui et qu'elle est à lire parce qu'elle est vraiment d'actualité si on la prend sur son version voilà plus philosophique. Vous écrivez en s'affranchissant de la logique, la poésie peut réussir là où la raison a échoué. Saint-Exupéry place la poésie au-dessus de la politique. Ah oui, largement. C'est vraiment un poète qui s'est retrouvé à une époque très tourmentée. Mais c'est d'abord un poète. Et lui, il essaye toujours. Alors, il disait une phrase que j'aime beaucoup. Il disait, l'important, c'est, enfin, il ne faut pas démontrer, il faut convertir. C'est-à-dire, il faut pas chercher à expliciter par des arguments logiques sa position. Ce qu'il faut, c'est par son attitude, par la magie d'un chant, par la magie d'un poème, parler directement au cœur des gens et les convertir de l'intérieur. Et donc lui, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il n'a jamais écrit de traité politique. Il a toujours écrit des beaux romans très ciselés. Il a fait des poèmes et bon, des poèmes en prose, mais aussi quelques poèmes en vers dans sa jeunesse. Et ce qu'il voulait, c'était convertir les gens par la magie de son verbe. Hmm. Alors, vous expliquez donc qu'il faut finalement faire appel aux émotions aussi. Une fois de plus, c'est ce que peuvent faire certains de nos gouvernants. Alors encore faut-il le faire de la bonne façon. On a bien vu par exemple ce que pouvaient donner toutes les politiques lorsque l'on fait appel à la peur des gens durant la pandémie par exemple.
Est-ce que Saint-Exupéry donne les clés justement pour distinguer la façon de bien ou mal faire en utilisant cette méthode de la poésie et de l'appel aux émotions? Oui, mais cette méthode, bon, c'est une méthode aussi qui est utilisée par la propagande, c'est-à-dire, en fait, c'est la plus efficace, et je pense que nos dirigeants l'ont bien compris. Ce qu'il faut, c'est parler effectivement au cœur, parler à l'émotion, pas parler à l'intellect, mais parler directement à cette intelligence inconsciente qu'on a en nous-mêmes. C'est ce que font les publicitaires, c'est ce que font parfois des gens mal intentionnés. Mais le problème n'est pas le moyen, je pense que c'est le fond après qu'il faut délivrer. Donc Saint-Exupéry, lui, propose un fond autrement plus sain que celui du régime actuel. Hmm. Mais sur ce langage qui est le langage du cœur, je pense qu'il a parfaitement raison et qu'on devrait faire la même chose. François Bousquet, alors il nous reste 1 minute, ce sera ensuite l'heure du bulletin d'actualité, puis on reprendra juste après, mais vous pouvez commencer par poser votre question. Un mot rapidement, Philippe Delette, peut-être sur Citadelle. On a parlé, on a évoqué dans Citadelle, qui est vraiment le grand livre de Syntex, hein, la question de la forme, hein. Sur le fond, ça nous introduira dans la deuxième partie de notre entretien, aller au cœur du message anthropologique, spirituel, existentiel de Syntex, hein. Oui, tout à Pour fait. dire Citadelle. Oui, tout à fait. C'est un livre à relire, tout à fait. Écoutez, il est 8h59 et quelques, on va passer au bulletin d'actualité. Il est presque 9h, donc chers auditeurs, place à Alice Perriès. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. On vous retrouve François Bousquet, Philippe Delettre. François Bousquet, vous avez la parole. Oui, on évoquait Citadelle, enfin l'autre versant de l'œuvre de Saint-Exupéry, Citadelle, les carnets, la correspondance, comme le rappelait Philippe Delettre, hein. Qu'est-ce qu'il est le message principal, central de tous ces textes? Est-ce que c'est pas que la crise existentielle de l'homme est dans l'homme, quoi, que cette crise, elle est même pas existentielle, elle est spirituelle, hein, puisque nous, modernes, qui avons lu Nietzsche, hein, devons faire avec un Dieu absent. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Citadelle, c'est un poème qui se veut une forme de réflexion sur la civilisation à travers l'image d'un caïd qui, dans le désert, explique à son fils comment gouverner les hommes. En fait, c'est une transposition de ce que traverse l'Occident et tout à fait. Alors, en fait, Saint-Exupéry essaie de montrer un peu un contre-modèle, justement, d'un pouvoir qui serait encore tourné vers Dieu, qui tirerait de Dieu son autorité. Et comme vous le dites, pour lui, le cœur du problème, c'est cette absence de spiritualité qui tend à empêcher les hommes de s'élever. Ouais. Parce que on vit dans une société, c'est son message aussi, hein, qui est totalement matérialiste, hein. Le modèle de vie américain, alors lui qui est réfugié aux États-Unis, c'est une célébrité, quoi. Pourtant a des mots très très durs sur ce mode de vie qui nous assèche, hein. Oui, il parle souvent de termitière pour parler des villes américaines où où l'homme devient, enfin les individus deviennent justement atomisés, n'ont plus de rapport les uns avec les autres, n'arrivent plus à communiquer puisqu'il n'y a plus de cérémonial, il n'y a plus de rite social, tout est devenu plus fluide, plus liquide. Les objets sont fabriqués en série, tout est remplaçable. C'est assez frappant, j'ai trouvé en relisant Saint-Exupéry de voir qu'on retrouvait finalement des intuitions qui ont été ensuite développées par Renaud Camus, euh, où on retrouve aussi cette idée d'homme liquide dans ces textes. Le Zygmunt Bauman, hein, pour l'homme liquide. Exactement, voilà. Et là-dessus, il a été vraiment très visionnaire. C'était avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc il a très bien perçu tout ça. Et effectivement, ça le dégoûtait complètement. Et vous savez, à l'époque, il y a un contemporain qui dit les mêmes choses, hein, mais lui, il est chrétien. Alors que Saint-Exupéry est chrétien et nietzschéen, aussi paradoxal que c'est C'est ça. Bernanos. Bernanos, à la même époque, il dit la même chose, hein. La France contre les robots, tous les écrits pendant la guerre, quand il est en Amérique latine, hein, pour appeler les Français et les Européens à la résistance, mais il dit la même chose, c'est que la maladie est en train de nous ronger de l'intérieur.
Mais complètement, le parallèle est très bien vu, d'autant plus que Bernanos, comme Saint-Exupéry, c'est aussi un auteur à contre-courant d'un peu tout le monde, qui est difficilement affiliable à un camp plus qu'un autre, et qui essaie de surnager au-dessus de la mêlée. Et Saint-Exupéry, c'est un peu pareil. Et oui, oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, mettons les pieds dans le plat, si vous permettez, Liselotte, mettons Allez-y, les pieds François. dans le plat, parce que vous avez évoqué, Liselotte, au début, la dimension sulfureuse de l'œuvre de Saint-Exupéry, et quand on vous lit Philippe de Lettres, oui, bien sûr, elle ne fait pas qu'affleurer, on la voit. En particulier, on a en tête Terre des Hommes, mais il n'y a pas de Terre des Hommes chez Saint-Exupéry quand on vous lit. Il y a des terres des peuples, hein, des civilisations. Les terres sont différenciées, quoi. Il y a des civilisations, et en plus même, il hiérarchise les civilisations. Je veux pas non plus enfoncer Saint-Exupéry. Alors l'époque se prêtait à ça. Mais son ethnocentrisme, hein, donc très européen, très européocentré, quoi, lui fait parler dans des termes parfois indélicats à d'autres peuples, hein. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment des citations qui sont très surprenantes, je pense, quand on les découvre, où vraiment il compare effectivement Alors, il a même des termes en fait. Il parle de la race blanche, hein, voilà, on peut le dire. Hein. Donc c'est très surprenant, voilà. Mais alors c'est aussi une époque, hein, c'est vrai. Hein. Finalement, à son époque, c'était presque banal. Enfin, il le dit très littéralement. Il y a pas il y a pas de doute sur sa pensée à ce niveau. Et il dit voilà, aujourd'hui, je préfère vivre dans la civilisation qui a produit Mozart, Bach, je sais plus la citation exacte en tête, plutôt que la civilisation africaine. Voilà, il le dit comme ça. Donc pas de doute. Ouais. Donc il serait cancélisable, hein, pour recourir à un anglicisme qui est proscrit sur les ondes de Radio Courtoisie, mais aujourd'hui on pourrait le cancéliser très facilement. Oui, oui, oui. Ah bah tout à fait, tout à fait. Oui, j'ai retrouvé la citation. Oui, je préfère l'espèce qui a fourni Descartes, Pascal, Newton, Mozart, Platon, plutôt que trouver la planète peuplée d'animaux sauvages. C'est quand même très violent. Mm. Mais bon, à l'époque, c'était une pensée qui était partagée par beaucoup. Donc tout à fait. Aujourd'hui, je pense que ça serait un auteur qui serait censuré, bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est on le présente comme un universaliste, le parangon de la République, des valeurs de la République. Franchement, son nietzschéisme, la République, il s'essuie les pieds un peu dessus, quoi. Et il n'est pas universaliste, il est différentialiste, hein. Oui, même si il respecte par contre vraiment le fait qu'il existe une pluralité de cultures et qu'il y ait une pluralité de races. Et là-dessus, il n'est pas du tout pour la destruction des autres. Il n'est pas suprémaciste, on va dire. Ouais. Euh, mais par contre, oui, oui, il a conscience. Il considère que on juge des civilisations à l'homme qu'elle produit. Et il considère que la civilisation européenne a produit le type d'homme le plus abouti. Et il souhaite préserver cela. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ah, justement, on parle d'un homme très spirituel, très philosophe, dans les nuages même, et c'est le cas de le dire. Mais ce que vous dites, et il l'écrit aussi lui-même, une civilisation est un héritage de croyances, de coutumes et de connaissances, lentement acquises au cours des siècles, difficiles parfois à justifier par la logique, mais qui se justifient d'elles-mêmes comme des chemins s'ils conduisent quelque part, puisqu'elles ouvrent à l'homme son étendue intérieure. Saint-Exupéry, c'est un homme qui est très très ancré également aussi dans sa terre, dans son histoire. Ah oui, oui, complètement. C'est une très belle citation là que vous venez de nous donner. Et oui, oui, tout à fait. Il est très amoureux de la tradition française, mais encore une fois, il a été éduqué dans un mode de vie aristocratique à l'ancienne. Et lui, dès qu'il avait un peu de temps libre, il écoutait Forqueray, il écoutait Couperin, tous les grands compositeurs du XVIIIe, XVIIe siècle, compositeurs français. Il vit vraiment dans un environnement extrêmement traditionnel. Il est très attaché à sa terre natale. Il cite régulièrement le château de son enfance. Et oui, c'est quelqu'un qui a des racines, qui est très enraciné, pour utiliser un terme qu'on utilise souvent aujourd'hui. Et tous ces voyages nourrissent cet enracinement. Là où on aurait pu justement le présenter comme quelqu'un d'assez hors sol et puis sans Oui, frontières. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous mettez le doigt sur un paradoxe, mais encore une fois, c'est un homme très complexe et très paradoxal à bien des niveaux. Et tout à fait, il a toujours cette envie d'aventure, cette envie d'ailleurs, et en même temps, il a toujours ses racines en lui. Mais moi, je dirais que c'est justement parce qu'il a des racines très profondes qu'il peut s'élever si haut. Et finalement, est-ce que cette tension entre le désir du foyer et l'envie d'aventure, est-ce que c'est pas une pulsion qu'il y a
eu dans toute la civilisation européenne, d'Ulysse jusqu'à aujourd'hui. J'allais le dire, c'est ce qui fait peut-être de lui précisément un homme très européen avec cette volonté de découverte, de conquête, pas de départ à Voilà. l'aventure. Tradition et innovation, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il était anti-moderne, c'est vrai, très critique de la modernité, et d'un autre côté, il était très bienveillant envers les nouvelles technologies. C'était le premier à tester des avions avec des nouvelles, voilà, des nouveaux moteurs, des nouveaux outils, et il était pas forcément inquiet de cela. Pour lui, l'outil, c'est un outil, ça dépend ce qu'on en fait. Mm. Mais et oui, là-dessus, moi, je trouve qu'il est très européen, justement. François Bousquet. Oui, vous vous rappelez du reste à propos de ça, d'un syntaxe qui n'est pas seulement réac, enfin, du reste, c'est un terme qui est inapproprié. Il dit qu'il a besoin d'une flèche de cathédrale. Vous vous rappelez cette phrase, hein? Oui, très belle. Il a besoin de cette verticalité à la fois spirituelle, mais aussi scientifique, parce que c'est aussi l'aviation. Oui, tout à fait. C'est toujours pareil, en fait. C'est le sens qu'on donne à sa vie. Et le problème de notre civilisation, c'est que elle ne sait plus quel est son objectif, puisqu'elle n'a plus, il y a plus de divinité, il n'y a plus de spiritualité. Donc les gens ne savent pas pourquoi ils vivent, tout simplement. Et lui, il lui faut une direction. Et c'est pour ça que finalement, à choisir, il préfère encore finalement les totalitarismes, même s'il ne rejoint pas dans le fond, mais au moins le communisme, le fascisme, le national-socialisme, il y a une impulsion, il y a une flèche, il y a une direction. Et lui, c'est ce qu'il recherche. Et rien ne lui déplaît plus que euh, cette apesanteur. Finalement, l'homme ne sait plus dans quelle direction il doit aller. Et en cela, pour revenir à la question que vous m'aviez posée précédemment, la politique de Macron, c'est vraiment pour lui le pire. Parce qu'il y a aussi dans sa quête, hein, c'est un Nietzschéen, rappelons-le, enfin, un Nietzschéo-chrétien, si on peut dire. Il y a la vitalité, il y a l'énergie, enfin, il y a le souffle, l'élan, quoi. Mais oui, complètement. Et c'était un homme qui avait une vie extrêmement intense. C'est incroyable. Il avait une vie de grand seigneur. On a du mal à se l'imaginer, mais c'était un bon vivant. C'était un homme qui aimait la vie, qui aimait les femmes, qui se mettait en danger en permanence. Il a vécu pour deux, pour trois. On pourrait dire qu'il a vécu pour son frère, qui est mort aussi très jeune. Donc, tout à fait. S'il y a vraiment un disciple cohérent de Nietzsche, c'est bien Saint-Exupéry. Avec une popularité immense, hein, de son vivant, qui va comme d'autres grands reporters à l'époque, hein, Kessel, hein, après lui, enfin, pas avec et pendant lui, mais je pense aussi Henri Béraud, c'est des gens qui étaient lus par 500 000 personnes, on sait plus ce que ça veut dire aujourd'hui, hein. Mais il faisait des grands reportages, il était aussi un journaliste, hein. Oui, tout à fait. Il a écrit, effectivement, vous avez raison de le rappeler, des articles qui sont très intéressants d'ailleurs à analyser, parce qu'il est parti en URSS, il est parti pendant la guerre d'Espagne, donc des endroits très intéressants. Et tout à fait, c'était vraiment une célébrité. Aux États-Unis, quand il est arrivé là-bas, c'était une star, on peut le dire. C'est son éditeur qui lui mettait beaucoup de pression pour qu'il sorte pilote de guerre, pour qu'il sorte Le Petit Prince, parce que là-bas, ses livres étaient très attendus. Il a reçu beaucoup de prix. C'était un des Français les plus célèbres de son temps. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure son mot qui est aussi très bernanosien. C'est qu'on reconnaît une civilisation au type d'homme qu'elle a développée, qu'elle a formée. Mais notre civilisation aujourd'hui se heurte à un problème. C'est que aujourd'hui, on ne le forme pas l'homme, hein. On le déforme, hein. Il devient de plus en plus liquide, vous l'avez dit. C'est un peu que faire, hein. Est-ce que Saint-Exupéry peut nous aider précisément pour redonner de la forme à ce qui est en train de Oui, se oui, c'est la question. Qu'est-ce que Saint-Exupéry peut faire pour nous? Je pense que dans ses écrits, encore une fois, il a cherché, euh, même inconsciemment, sous la forme d'un roman, sous la forme d'une histoire, il a cherché quand même à élever les hommes. Et donc, oui, je pense que sa littérature peut encore servir. Et j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent à relire Saint-Exupéry, à faire lire aussi à leurs enfants Saint-Exupéry. Ce sont vraiment des livres qui sont pleins de valeurs très aristocratiques, très belles. Euh, et parce que justement, son langage parle à l'inconscient, parle au cœur, je pense il est finalement bien plus efficace que de faire lire un traité politique à un jeune adolescent. Voilà, si faites-lui plutôt lire Vol de nuit ou Pilote de guerre, et vous allez le voir se transformer. Ce- Et que Allez-y, faire François. alors?
même c'est la même question, hein. Pour un enfant, vous recommanderiez le Petit Prince. Là, vous avez évoqué l'ado. Pour l'adulte, hein, l'adulte qui n'a plus lu Saint-Exupéry depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que tout le raffut, le tapage fait autour du Petit Prince l'énerve, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire, cet adulte qui passe à côté d'une grande œuvre, hein. Et moi, je suis entouré de gens qui ne lisent pas un texte hein, parce qu'ils le regardent de haut. Il va avec condescendance en disant oui, d'accord, c'est un écrivain pour jeunes petits garçons, quoi. Oui, alors, il peut bien sûr lire mon livre. Non, non, mais sinon, il peut lire Pilote de guerre, qui est un livre que je trouve très sous-estimé et qui est un témoignage très bouleversant. Déjà, c'est un témoignage de la défaite de 1940, qui est quand même une période assez fascinante, parce qu'on voit vraiment toute la société française se désagréger. On voit à quel point c'était un château de cartes. Et c'est une situation, moi, que je trouve très proche de la nôtre en réalité. Donc, relire cette défaite de 1940 écrite par Saint-Exupéry, c'est vraiment quelque chose qui est une expérience à faire. Et ensuite, c'est un témoignage aussi d'une mission de guerre très risquée. Donc, c'est un beau récit et qui se conclut par une tentative de description de ce qu'est la civilisation européenne, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle devrait être à l'avenir. Donc, pour moi, c'est un bon livre, un peu un livre somme, on pourrait dire, qui est trop méconnu et qui a l'avantage d'avoir été fini, qui est pas un livre inachevé. Donc, je conseille tout simplement Pilote de guerre pour un adulte, ou alors Citadelle directement. Et J'allais vous Citadelle est un demander livre, Citadelle. voilà. Ah Oui, oui. Citadelle, bien sûr, mais c'est un livre qui est beaucoup plus épais. Hein. C'est un pavé qui est resté inachevé, donc qui est assez ardu à lire, qui est magnifique, mais qui est une lecture plus exigeante. Donc, Oui, qui raconte un cheminement presque initiatique de l'homme. Et le oui, fait que ce soit inachevé, est-ce que finalement ça n'épouse pas parfaitement le fond du livre? en tout cas, du fait qu'il soit inachevé, moi, comme je le dis dans le livre, il est un petit peu éternel. Oui. Ce qui n'est pas achevé n'a pas de fin. Donc, il y a quelque chose de c'est un livre qui reste ensuite comme un fantôme, donc c'est une lecture très recommandable, bien entendu, euh, mais plus ardue quand même. Hein. Voilà, il faut quand Ouais. même prévenir les gens, c'est un peu plus difficile, il faut prendre le temps de le lire. Écoutez, Ouais, oui, dans ce dites. cas-là, rien de tel que lire votre introduction, puisque en effet, c'est pour l'avoir édité, donc on est jugé parti, bien sûr, mais surtout lu et aimé, il faut lire votre introduction, puisque vous dépoussiérez, la statue était un peu en stuc ou en marbre, elle est en bronze en réalité, et puis c'est une porte d'accès à Citadelle, hein, au carnet, à la correspondance, hein, à un autre Oui, oui, tout à courant. fait, je l'ai vraiment pensé comme une introduction, justement. Donc voilà, éventuellement pour s'intéresser à cet Exupéry avant de se lancer dans la grande aventure et le cheminement initiatique effectivement qui est Citadelle, on peut commencer par mon livre, tout à fait. Et puis sinon, il faut peut-être aussi simplement oser relire Le Petit Prince. Alors oui, le sujet, c'est bien Saint-Exupéry au-delà du Petit Prince, mais ça reste toujours une belle introduction. Et je pense que c'est le genre de livre, tout le monde le dit, mais je le redis quand même, c'est pas grave, c'est le genre de livre qu'on peut relire à différents moments de sa vie, qu'on interprétera toujours d'une façon différente. Donc c'est très intéressant d'en faire l'expérience, je pense que vous serez d'accord avec ça. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est un livre magnifique. Merci beaucoup Philippe Delettre d'avoir été parmi nous pour nous présenter votre livre Saint-Exupéry au-delà du Petit Prince. Je rappelle qu'il est, vous pouvez vous le procurer, chers auditeurs, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci aussi à vous François Bousquet d'avoir été parmi nous pour cette vue de haut et on vous retrouve la semaine prochaine.